Notre anime commence avec une jeune fille connaissant le destin difficile qui l'attend, car elle pourrait bientôt partir dans l'au-delà 2 fois de suite, bien que cela n'ait aucun sens au départ. Nous rencontrons ensuite le Seigneur qui était sur le point de mettre fin à la vie de la jeune fille, car elle avait trahi l'accord qu'ils avaient conclu il y a de nombreuses années. Cette dernière ne semblait souhaiter qu'une dernière fois qu'on la regarde en face comme un ultime acte de pitié. Mais avant de voir ce qui est arrivé à la pauvre femme, nous voyageons quelques années en arrière dans la même ville où une jeune Nina courait après avoir volé des marchandises en compagnie de l'un de ses camarades, Saji, le jeune homme à la queue de cheval et le plus petit des trois. Colin, un homme, n'avait que ses 2 compagnons pour survivre, et il volait les riches de leurs terres comme seule option. 5 ans auparavant, une terrible peste avait décimé une grande partie de la population, laissant nos protagonistes sans famille. Il convient de préciser que ces 2 jeunes hommes sont frères, et lorsque Colin trouva un joli bracelet, il remarqua que les yeux de Nina et ceux de Lapis étaient très similaires, bien que cela gênait la jeune fille. À ce moment-là, son frère aîné demanda un peu d'intimité à Colin, car Nina ne pouvait ni porter ce bijou ni même montrer ses yeux bleus, sous peine d'être vendue pour une somme d'argent aux riches du royaume, qui achetaient des personnes uniquement pour les garder comme trophées. Plus tard, l'heure du repas arriva, et bien que la nourriture de Nina soit affreuse comme d'habitude, le fait qu'ils soient ensemble était suffisant pour les petits. Mais comme les ennuis ne finissent jamais, il y eut un moment où Colin tomba malade à cause de la fièvre. Son frère aîné savait que s'il ne faisait rien rapidement, sa vie serait en danger, et bien que Nina ait voulu l'emmener chez le médecin pour le sauver, Saji savait qu'il ne pourrait pas payer. À ce moment-là, Saji se lamenta d'être né sous une étoile pauvre, car celle-ci dicte qui est pauvre ou riche, qui a une bonne vie ou une mauvaise. Cependant, Nina voulait toujours trouver un moyen de sauver son compagnon. Le panique s'empara alors de Saji, qui lui dit des mots blessants, lui demandant de se taire, car elle ne faisait même pas partie de leur famille. Ces mots blessèrent la petite, la poussant à une tentative désespérée pour voler des médicaments pour Colin. Mais bien sûr, seule, elle finit sans médicaments et avec une raclée d'adultes en plein après-midi, où le reflet de ses yeux lui rappelait à quel point elle était insignifiante. Un peu plus tard, sous une pluie battante, un groupe d'hommes mystérieux discutait de leurs problèmes, car leur princesse venait d'avoir un grave accident, et il était évident qu'elle ne survivrait pas. Leur seule solution était de trouver une remplaçante le plus rapidement possible. Les heures passèrent, et au petit matin, dans un champ de tombes, nous voyons ce que le destin a réservé aux plus jeunes du groupe. Malgré tout, il ne semblait pas en colère. En fait, il s'excusa auprès de Nina et lui demanda de l'accompagner quelque part plus tard. En un instant, nous arrivons à cet endroit, mais quelque chose semblait étrange, et en un clin d'œil, nous voyons le piège tendu à la jeune fille, littéralement vendue à des esclavagistes par son meilleur ami. Ces derniers vérifièrent immédiatement les yeux de Nina pour confirmer si elle avait les mêmes yeux que leur princesse. Cet homme surprit Nina avec ses yeux dorés, car elle savait que ceux-ci étaient semblables à ceux d'une bête. Après cela, Nina fut recrutée pour les servir, mais d'abord, il fallait la laver et lui mettre de nouveaux vêtements. L'homme aux yeux dorés lui rappelle qu'aujourd'hui, elle allait perdre sa vie pour renaître en tant que princesse. Dans une scène suivante, nous voyons Nina courir, fuyant les dames de la maison, car elle n'était pas complètement habillée. Mais lorsqu'elle trébucha, le même ravisseur, qui était en réalité le prince Azur, fit son apparition. En voyant Nina après une bonne séance de lavage, il n'arrivait pas à croire qu'elle était la même gamine sale qu'il avait achetée récemment. Malgré cela, elle restait trop plébéienne pour le château, et avec une épée, il marqua le début de la nouvelle vie de Nina. Azur déclara que, dès aujourd'hui, Nina deviendrait la princesse et prêtresse Alisha, qui n'aurait que 3 mois pour apprendre à se comporter convenablement, car sa mission était d'épouser le prince héritier de Galgada, et par conséquent, le successeur du trône actuel. Cela signifiait que Nina avait pour mission de ne jamais être découverte, sous peine de perdre la vie. Cependant, après tant de sermons, Nina donna un coup de pied pour s'emparer de l'épée d'Azur, lui rappelant que, en d'autres termes, c'était un énorme service qu'elle lui rendait. Même si elle n'était pas du tout menaçante, la petite demandait toujours des explications sur pourquoi elle devait faire tant d'efforts pour un inconnu. Malgré cela, le prince lui rappela bien qu'une pauvre fille comme elle n'avait nulle part où aller, et qu'être une princesse ne devrait pas être un mauvais tournant dans sa vie. Après l'avoir écouté, le prince se présenta comme le second héritier du trône, tout en lui rappelant qu'il serait celui qui s'occuperait de sa transformation. Un peu plus tard, le cours d'éducation commença, et comme Nina n'était pas habituée, elle détestait agir comme une enfant stupide. Pour éviter ces leçons, Nina rappela au prince que les pauvres n'avaient pas accès à l'éducation dans ce monde, ce qui signifiait qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Elle ajouta qu'il serait plus efficace d'abandonner ces cours inutiles. Le prince savait cela, mais il voulait que Nina répète simplement ce qu'il lui enseignait, car il s'agissait des bases de l'étiquette pour toute princesse. En outre, elle avait bientôt un rendez-vous avec Sa Majesté le Roi pour une audience, ce qui commença à effrayer Nina, car non seulement elle manquait de classe, mais il était également possible qu'elle soit découverte étant pratiquement une autre personne. Ce sentiment de peur fut apaisé à la fois par le prince et par les servantes de la maison,
qui lui rappelèrent que la seule raison pour laquelle elle était ici, c'était ses yeux bleus. On nous explique que la vraie princesse Alisha, la fille de la troisième reine, devait devenir la prochaine prêtresse astrale. Bien qu'une princesse soit normalement élevée dans un grand château, elle avait été élevée dans un village d'étoiles. Le début de sa carrière de prêtresse devait avoir lieu lors du même festival des étoiles, qui marquerait son destin à ses 16 ans. Ces lumières rappelaient à Nina un souvenir du passé, où ses parents lui assuraient que ces belles lumières étaient des lumières d'espoir. Perdre ses parents, puis perdre ses nouveaux frères, lui rappelait à quel point la vie avait été dure pour elle. Les servantes continuèrent à raconter que le roi n'avait jamais pris la peine de rendre visite à sa fille, et que très peu de personnes avaient eu la chance de voir la princesse. Si Nina agissait correctement, il était peu probable que quelqu'un lui fasse du mal. Avec la promesse d'Azur de recevoir une récompense pour avoir bien agi lors de l'audience, et les supplications des servantes, Nina se trouva contrainte de faire de son mieux. Les jours passèrent, et Nina, bien que paresseuse, s'efforça de progresser, même si elle en venait presque à vouloir abandonner la mission. Cela fut reconnu par le prince, qui, pour la motiver un peu plus, emmena Nina dans un voyage pour voir tout le royaume depuis les hauteurs. Cette vue montra à Nina à quel point elle se trouvait dans un lieu important, car jamais auparavant elle n'avait vu de tels paysages. Malgré son manque d'enthousiasme pour le prince, quand Azur lui demanda à nouveau son aide, elle réfléchit et réalisa qu'elle était nécessaire à quelqu'un. Une partie de Nina ressentit alors le désir de s'efforcer davantage, ayant un nouvel objectif dans la vie. Lorsque le jour de l'audience arriva, Nina portait une magnifique robe royale, avec un rappel de ses servantes de ne pas ruiner l'occasion, car cela pourrait leur coûter la tête. En arrivant au royaume, Nina entra sans problème dans le château pour saluer sa majesté de la manière la plus cordiale possible, ce qui réussit à tromper le roi, qui loua les beaux yeux de sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. Le roi voulut également savoir où se trouvait son demi-frère, nous révélant ainsi qu'Azur avait ce lien de parenté avec la princesse. Au même moment, la reine se rappela quelque chose à propos de sa fille. Après avoir passé tant d'années à s'entraîner pour devenir une prêtresse adéquate, elle devait sûrement être capable d'exécuter une danse pour le prince Muulom. Même à distance, les membres du conseil se demandaient pourquoi la reine demandait quelque chose d'aussi insensé à ce moment-là. Cela pétrifia Nina de peur, car elle n'avait appris aucune danse pendant ses entraînements avec Azur. Quand vint le moment de la danse, Nina voulut dire la vérité pour se sauver, mais son demi-frère vint à sa rescousse, la sauvant en rappelant à ses parents qu'Alisha n'était pas encore majeure et n'avait pas encore assumé ses devoirs astraux. Faire danser la jeune fille à ce moment ne pouvait qu'apporter la malchance à sa future relation avec le prince Muulom, d'autant plus que celui-ci n'était même pas présent pour assister à la danse. Grâce à ce mensonge, le prince put sauver Nina. Après avoir réfléchi au fait qu'ils auraient pu mettre fin à ses jours aujourd'hui, Nina comprit que le risque ne valait pas les récompenses d'une vie dans une famille riche. Elle décida de retourner là où elle avait toujours appartenu. Mais avec Sagi qui la trahit, elle se désiste. La reine du royaume était la véritable mère d'Azur, ce que la nouvelle reine interpréta mal. Avec un enfant qui n'était pas le sien, elle ne pouvait que penser du mal de la vie d'Azur. Et bien que ce dernier ait affirmé qu'il ne ferait jamais de mal à la femme de son père, la reine continua à harceler le prince en parlant de sa mère, assurant que les femmes craintives et faibles de caractère ne pouvaient pas réussir dans ce monde. Dans un geste insensé, la femme jeta son éventail à l'eau, prétendant qu'Azur l'avait fait tomber. Bien que le jeune prince tenta de lui en offrir un autre, la reine, sachant qu'il faisait très chaud, exigea rapidement qu'on lui ramène son éventail. C'est à ce moment que Nina saisit l'occasion pour plonger dans l'eau et mouiller la reine elle-même, avant de lui rendre son précieux éventail. Ce geste faillit valoir à la jeune fille un coup royal pour avoir osé la mouiller, mais avec Azur devant elle, personne ne put la frapper. Même les suivantes de la reine l'empêchèrent de le faire, évitant ainsi un problème plus grave encore. Bien que Nina fût très triste d'avoir causé des ennuis au prince, ce dernier se mit à rire discrètement et lui assura qu'elle n'avait rien fait de mal. Ils avaient même réussi à tromper le roi avec la présence de Nina, et la reine n'était plus un problème majeur. Il était clair qu'une femme aussi simple qu'elle chercherait toujours à créer des problèmes. Comme promis, Nina avait le droit de demander ce qu'elle voulait une fois rentrée chez elle. Son seul souhait était de recevoir un compliment sincère de la part d'Azur pour tout son effort. Cela fut compris par la servante de la maison, qui crut que Nina devait se sentir très seule. Cela poussa le prince à lui faire un compliment sincère, ce qui apporta à la jeune fille une grande joie après tous les efforts qu'elle avait fournis pour devenir une véritable princesse. Le Festival des Étoiles est une célébration des récoltes qui a lieu en été. Les gens font des offrandes pour remercier le dieu des étoiles et accrochent des lanternes à la porte de leur maison, une par personne, tout en faisant un vœu. Pendant ce temps, la protagoniste, supposément malade, se repose et toutes les portes ont été fermées pour qu'elle ne sorte pas seule. Cependant, elle veut faire une petite promenade, et c'est là qu'un jeune garçon l'aperçoit, c'est le premier prince, beaucoup plus jeune que le prince vicieux. Au début, il pensait qu'elle était une voleuse, mais il la reconnaît grâce à la couleur de ses yeux. En tant que futur roi, il peut l'emmener où il veut. Dans ce cas, la protagoniste demande quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre le prince aux yeux dorés.
Sa mission est de devenir très forte pour le protéger. Le prince, qui fuit les entraînements à l'épée, espère découvrir les faiblesses du prince aux yeux dorés pour pouvoir le vaincre. Alors qu'elle ressent une présence qui l'observe, il se retrouve dans la chambre, comme s'ils étaient ailleurs. À 17 ans, le prince aux yeux dorés dirige déjà son propre escadron. Lorsqu'ils essaient de se cacher, il les trouve rapidement. Le prince, agacé, dit qu'il peut garder le trône s'il n'est pas digne de le porter, puis il s'enfuit, mais tombe dans un puits avec la protagoniste. Au fond du puits, elle le serre contre elle pour lui donner de la chaleur. Ils doivent simplement attendre d'être secourus, car c'est un prince, et tout le monde doit sûrement être à sa recherche. Être prince est plus compliqué qu'on ne le croit, car on lui met des idées en tête à tout bout de champ. En réalité, il aime beaucoup son frère, le prince aux yeux dorés, et voulait découvrir ses faiblesses pour pouvoir se rapprocher de lui. En d'autres termes, il le considère comme un modèle à suivre. Il se rend compte que l'eau monte dans le puits, malgré le fait que le prince soit un peu potelé, elle le porte pendant des heures. Finalement, le prince aux yeux dorés les retrouve après un long moment et la remercie d'avoir pris soin de son frère. Plus tard, le prince demande à apprendre à manier l'épée. Il pensait tout ce temps que son frère l'évitait. À ce moment-là, en privé, il lui demande s'il a une faiblesse pour que le prince ait plus confiance en lui et aussi pour le faire chanter. Le prince aux yeux dorés avoue qu'il n'aime pas les choses informes, et il ne parle pas des fantômes. Entre-temps, des rumeurs circulent disant que la princesse est morte et que la protagoniste est une imposture, mais ses yeux bleus font douter tout le monde. Le matin, on lui rappelle que peu importe où elle doit rester fidèle à son rôle. Alors que le festival approche, elle n'aura pas à danser, car le prince aux yeux dorés s'est assuré qu'elle n'ait aucune tâche à accomplir, mais elle est quand même autorisée à faire un vœu. La malchanceuse apparaît alors et lui conseille de ne pas souhaiter obtenir le trône. Le roi, en revanche, est très aimable avec elle malgré ce que l'on raconte. Il apprécie même la protagoniste pour son franc-parler et son attitude directe, car les personnes les plus dangereuses sont celles qui feignent et trahissent. Le prince aux yeux dorés n'a pas besoin de lanterne, car il n'a aucun vœu à formuler. Peut-être est-ce parce qu'il ne désire rien ou que son vœu a déjà été exaucé. Le prince est souvent malade et redoute l'arrivée du festival, car un mois et demi après celui-ci, la protagoniste devra partir pour se marier dans le royaume voisin, situé au-delà des montagnes. Le voyage, que ce soit par mer ou par terre, est très long. Ce royaume voisin a progressivement conquis des territoires et il se dit que le premier prince est terrifiant. Si le grand-père du prince aux yeux dorés n'était pas malade, il aurait sûrement pris des mesures. Autrement dit, une fois parti, la protagoniste ne reverra plus le prince aux yeux dorés. À ce moment-là, un individu indiscret lui fait subtilement comprendre qu'elle pourrait sortir discrètement sans autorisation. Elle a le pressentiment qu'un événement grave va se produire, alors elle décide de quitter le palais le jour du festival. Quelqu'un parle d'une orpheline aux yeux très bleus, qui avait à peu près le même âge qu'elle et vivait dans le village des étoiles. Il n'en a jamais été question, et avec l'état de santé de l'ancien roi, cela pourrait servir à contrôler la situation. La protagoniste, suivant les conseils de l'indiscret, s'échappe en portant une cape et atteint la ville. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas retourné là où elle vivait. Ses parents lui disaient souvent que ses yeux étaient de la couleur du dieu des étoiles, mais elle devait les cacher jusqu'à ce qu'elle soit plus grande. Tout le monde l'appelait par son nom, et ses frères la protégeaient aussi. En revenant à son ancienne maison, elle constate que personne n'y est. Elle se sent trahie, car tout le monde est parti et sa véritable identité est morte. Désormais, elle n'est plus que la princesse, bientôt mariée à un lointain pays. Cela rappelle au prince aux yeux dorés qu'il a oublié le nom et le visage de ses parents, tout ce dont il se souvient, c'est du nom que le roi lui a donné. Juste à ce moment-là, les méchants font leur apparition et le prince aux yeux dorés commence à éliminer tous ceux qui en savent trop sur l'imposture de la princesse, y compris l'homme qui avait suggéré à Nina de sortir. Dans le royaume, il y a beaucoup de gens qui détestent l'existence même du prince aux yeux dorés, donc un autre objectif est de l'éliminer. Le prince blessé, la protagoniste a l'occasion de s'échapper, car le prince lui dit qu'ils trouveront une autre remplaçante, donc peu importe. Mais elle refuse de le faire car le prince sera en mauvaise posture, puis elle déchire son habit pour panser la blessure du prince qui est content qu'elle soit restée. Il reconnaît son aide et la serre dans ses bras, ce qui resserre le cœur de la jeune petite fille, puis se sent aux anges. Apprenant à monter à cheval, l'homme qui les a attaqués était un serviteur de la reine et peut-être voulait-il les éliminer parce qu'il pensait que le prince aux yeux dorés convoitait le trône. Lorsque lui et son compagnon sont seuls, il l'appelle par son vrai nom, ce qui la rend très heureuse. Ensuite, il découvre des amulettes très populaires chez les jeunes filles, qui les tissent en pensant à la personne qu'elles aiment, ce qui pousse Nina à penser au prince aux yeux dorés et elle commence à s'en mêler les pinceaux toute seule. Après cela, le prince arrive et revient pour lui proposer une balade à cheval, ce qui la réjouit. Pendant qu'ils discutent, le prince examine le cheval et remarque quelques coupures. Sans lui dire, ils utilisent le même cheval, mais ses nerfs sont à fleur de peau. Au loin, ils aperçoivent le village royal où vit l'ancien roi, qui est son arrière-grand-père. Grâce à son leadership, la nation a prospéré. En d'autres termes, il est plus important que le roi actuel. Quand le prince aux yeux dorés avait 4 ans, c'est lui qui lui a appris tout ce qu'il sait,
et malgré leurs différences, il le respecte beaucoup. De retour, elle finit de tisser et entend que la selle du cheval avait aussi des coupures, ce qui prouve qu'il a pris la bonne décision de ne pas monter. Les tentatives pour l'éliminer se multiplient et peut-être devrait-il en informer l'ancien roi, mais il ne le juge pas nécessaire. Si c'est pour sa nation, il laissera faire. Après tout, c'est l'étoile sous laquelle il est né. Agacée, elle lui reproche de ne rien faire, lui disant que s'il meurt vraiment, elle restera seule. Le prince la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, elle doit simplement jouer son rôle et se marier. Elle lui lance alors l'amulette. En partant, elle rencontre le roi, qui ne semble pas au courant que la reine a ordonné de les éliminer. Elle décide alors de se rendre chez l'arrière-grand-père du prince aux yeux dorés. En arrivant sans prévenir, elle se présente en demandant de l'aide pour le prince, expliquant que quelqu'un a tenté de l'éliminer et qu'aujourd'hui, on a aussi essayé de saboter la selle de son cheval. Tout porte à croire que la reine est derrière ses actions, pensant que le prince aux yeux dorés veut prendre le trône. Le vieil homme l'avait élevé pour qu'il devienne l'un des piliers de la nation, et s'il ne fait rien à ce sujet, c'est probablement parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. En lui demandant de s'approcher, il découvre qu'elle n'est pas la vraie princesse. Quelqu'un élevé dans le village des étoiles ne poserait jamais le pied sur l'image qui est au sol. Il ordonne alors de l'enfermer. Peu de temps après, on l'informe qu'au lieu de pleurer, elle reste calme et chante. Du côté de Nina, la cellule lui rappelle son ancien foyer mais en beaucoup mieux. En se mettant à nettoyer sa cellule, le garde apparaît et l'informe qu'elle recevra 100 coups de fouet demain, mais Nina reste joyeuse à l'idée d'être fouettée plutôt que d'être exécutée. Lorsqu'il la revoit, elle supplie qu'on aide le prince aux yeux dorés et accepte n'importe quelle punition, pourvu qu'on épargne les autres. Ils lui ont donné un endroit où elle se sent chez elle, et maintenant ils sont sa famille. Malheureusement, l'ancien roi n'a plus ce pouvoir, ses jambes ne bougent plus et son cœur est sur le point de s'arrêter. Il n'y a rien qu'il puisse faire. Cependant, elle peut encore agir. La position qu'elle occupe est suffisamment puissante. Son petit-fils, le roi actuel, a donné son accord pour les fiançailles avec l'autre royaume, et c'est là l'erreur qui a tout déclenché. Ce que l'autre royaume veut, c'est mettre la main sur la princesse et la prêtresse. S'ils refusent, ils commenceront à les envahir. De cette manière, toute relation diplomatique prendra fin et, même si elles se marient, ils chercheront un autre moyen de les envahir. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen de les arrêter. Mais c'est la protagoniste qui contrôle le destin. Si elle fait preuve d'une grande détermination, elle peut protéger le prince aux yeux dorés et aussi cette nation. À ce moment-là, il apparaît tout inquiet, assumant la responsabilité et demandant qu'on le croie innocent. Calmement, on découvre que tout est déjà su et que seuls les présents connaissent la vérité. Ils peuvent donc se reposer cette nuit et partir le lendemain matin. Son compagnon s'était caché tout ce temps et il semble aussi être un allié de son arrière-grand-père. En examinant bien ses yeux, elle remarque qu'ils sont similaires à ceux de son aïeul. Accrochez-vous, car dans ses veines ne coule pas le sang royal. Tout comme elle, il remplace le prince mort quand il était enfant, ayant été substitué par le prince malade. Ce grand secret était connu du roi, de l'ancien roi et de très peu d'autres personnes. Même la reine n'en avait pas connaissance. À l'époque, le prince n'avait que 4 ans, donc s'il cachait la vérité pendant quelques années, personne ne remarquerait que son apparence avait changé complètement. C'est ainsi que son arrière-grand-père l'a élevé, lui apprenant à vivre pour cette nation sans désirer autre chose. Il a ensuite appris à se comporter, à connaître des lieux lointains, et quand le prince Mulhomme est né, il a été mis à l'écart, devenant désormais le second prince. Au lieu d'être écarté, il deviendrait un conseiller qui protégerait la nation. Ils auraient pu l'éliminer à la naissance du nouveau prince, mais il est toujours là, vivant. À ses yeux, les gens n'étaient que des pions, et il avait trouvé la protagoniste pour pouvoir les éliminer. Cependant, depuis l'autre jour, il n'a pu penser qu'à son bien-être. Il ne peut pas perdre son sourire, car il est unique. Elle ne peut pas mourir. Agacée, elle lui demande également de prendre soin de lui-même. Elle ne permettra pas que quelqu'un d'autre meure. Il l'appellera par son nom, car ce qu'elle souhaite, c'est que ce soit lui qui le fasse, et peu importe s'il n'est pas prince, car pour elle, il est aussi unique. En remarquant que ses yeux bleus le regardent avec tant d'honnêteté, il l'embrasse en lui disant que ce n'était qu'un rêve, puis la laisse dans sa chambre. Nina a reçu de nombreux cadeaux qui, soi-disant, lui sont destinés et viennent de Galgada, du prince, car son mariage approche, c'est-à-dire qu'elle devra bientôt se marier. Elle commence donc à recevoir certains cadeaux. Cependant, Azur dit aux dames et à elle de ne pas encore les examiner, car il se peut qu'ils doivent les renvoyer. Pourquoi cela? Parce qu'évidemment, après tout ce qui s'est passé la dernière fois, y compris ce baiser avec Nina, il ne veut pas qu'elle parte pour Galgada. En fait, il envisage d'envoyer un messager pour reporter le mariage. Bien que cela soit compliqué, il va essayer. Azur voit ensuite Nina portant l'un des voiles de Galgada et lui demande de ne rien utiliser provenant de ce royaume. Il le lui retire et lui offre son propre cadeau, un joli ornement pour les cheveux avec une gemme bleue, de la même couleur que ses yeux. Le prince Azur lui dit que le bleu lui va bien et qu'elle est adorable. Bien sûr, notre Nina devient très embarrassée et essaie de le remercier pour ce compliment, mais elle a du mal à le faire. Azur,
espiègle, lui demande pourquoi elle est si nerveuse, et Nina lui demande de ne pas l'appeler ainsi en présence d'autres personnes, même si, en réalité, ils étaient seuls. Le prince pense qu'elle devrait rester ici pour toujours, c'est pourquoi il veut envoyer cette lettre pour qu'elle ne soit pas emmenée ailleurs. Clairement, elle rêve de vivre ici pour toujours avec Azur et qu'il puisse l'appeler par son prénom. Mais Nina est préoccupée, car elle ne sait toujours pas qui essaie de tuer Azur. Elle est allée parler à son arrière-grand-père, qui n'avait aucune idée, mais lui a seulement dit que la véritable princesse Alisha saurait comment le sauver et aurait ce pouvoir, bien qu'elle ne comprenne pas comment elle pourrait y parvenir. Elle a un rendez-vous avec Muulom, son jeune frère, qui est heureux de la voir et de lui parler, lui rappelant aussi qu'il lui avait envoyé de nombreux cadeaux. Alors qu'il parle de choses qui ne l'intéressent pas vraiment, la reine apparaît et la critique pour être trop insouciante et simple. Nina tente alors de discuter directement avec la reine pour savoir ce qu'elle compte faire d'Azur et si l'homme qui les avait attaqués auparavant était l'un de ses serviteurs. Sans l'accuser de quoi que ce soit, la reine répond qu'elle n'a aucune intention de nuire à Azur, mais qu'elle veut simplement qu'il connaisse sa place et qu'il ne cherche pas à devenir le prochain roi. En gros, elle ne veut pas qu'on compare son fils au prince Azur, car ce dernier est plus âgé et semble qualifié pour devenir roi. Cependant, elle ne souhaite pas lui faire de mal, sachant qu'Azur est une bonne personne et serait un excellent conseiller pour son fils. Elle ajoute que le responsable de l'attaque était en réalité un lord qui obéissait au roi, non à elle. Ensuite, le roi arrive et s'isole avec Nina. C'est alors que le roi révèle être celui qui tente de tuer Azur. Il lui demande ce qu'elle est allée faire chez l'ancien roi. Nina garde son calme et ne répond pas, alors il lui dévoile qu'Azur n'est pas son véritable fils, ayant été remplacé lorsqu'il était petit. Le roi lui confesse également qu'il est responsable de la mort du véritable Azur, qui, un jour, jouait avec l'un de ses échiquiers, le roi l'avait poussé accidentellement contre un meuble, entraînant sa mort. Sans remords, il avait ensuite ordonné de trouver un remplaçant, voyant tout le monde comme des pions sur son échiquier. Cela devient encore plus clair lorsque Nina comprend que le roi l'a en fait vendu à Galgada pour éviter la guerre avec Fortuna et obtenir quelques cadeaux de Galgada. Ces cadeaux n'étaient donc pas pour Nina, mais pour le roi. Ce dernier lui dit qu'il sait qu'elle n'est pas sa fille véritable, tout comme Azur a été échangé, et il lui demande de lui révéler toute la vérité. Nina, ayant compris la situation, affirme qu'elle est capable d'aider Azur, mais pour cela, elle doit devenir la véritable Alisha. Ici, on explique que Alicia révèle être la véritable princesse et la fille du roi. Elle annonce qu'elle partira pour Galgada et qu'elle sait qu'il l'a vendue pour quelques avantages. Elle demande que rien n'arrive à Azur, si quelque chose de mystérieux lui arrivait, elle accuserait le roi et s'occuperait elle-même de la situation une fois reine à Galgada. Elle déclare même qu'elle deviendrait l'épée qui attaquera Fortuna, menaçant directement le roi. Le roi dit même que tout le monde n'est qu'un pion dans son jeu d'échecs. Mais Nina, en devenant la princesse Alicia, prend en main cette opportunité. Le problème est qu'elle devra quitter Azur, ne pouvant rester éternellement à ses côtés pour entendre son nom. Tout en sachant maintenant que le roi est coupable, Nina décide de profiter de ses derniers jours avec Azur. Il l'invitait à nouveau dans sa chambre, pensant qu'elle n'y retournerait plus jamais, et lui offre un livre de son choix parmi de nombreux livres d'origines diverses. Certains sont des récits de voyage, d'autres des histoires lues par plaisir. Dans l'un d'eux, il est question d'un chameau, un animal qu'elle n'avait jamais vu. Azur informe Nina qu'il a envoyé un messager à Galgada pour retarder leur mariage, mais un serviteur de l'ancien roi s'est présenté peu avant pour lui demander ses désirs. Nina, de son côté, souhaite que le messager n'arrive pas, décidant ainsi de partir pour Galgada afin de protéger Azur. Elle garde cela secret, savourant le temps passé avec lui, le menant dans des endroits où elle se rendait avant d'être capturée. Ils goûtent des plats délicieux, se détendent ensemble et, bien que gênée lorsqu'on la présente comme la petite amie d'Azur, elle ne le nie pas, ajoutant une nervosité palpable. À la fin de cette journée, Nina l'enlace spontanément. Azur lui demande pourquoi, et elle répond qu'elle en avait simplement envie. Il avoue alors qu'il n'est plus nécessaire de cacher leurs sentiments, que l'amour est bien présent entre eux. Ils s'embrassent, confirmant leurs émotions. Nina ressent une forte émotion, mais sait qu'elle devra partir, bien qu'Azur l'ignore. Pour le protéger, elle s'en va, le remerciant de tout ce qu'il a fait. Azur est perplexe, car cela sonne comme des adieux. Lorsqu'on envoie Azur faire des courses à l'extérieur du palais, c'est le moment où Nina prend congé, faisant ses adieux à ses dames de compagnie qui ne peuvent la suivre. Habillée en tenue de Galgada, elle reçoit les adieux en larmes de Muulom, qui ne veut pas voir sa sœur partir si tôt, bien qu'il lui reste encore 10 jours avant son départ officiel. Nina lui promet de protéger Fortuna à distance. Pendant ce temps, Azur découvre que son départ a été orchestré par le roi et même par Nina, jusqu'à Do, son bras droit, qui l'a trompé. Azur retourne précipitamment au palais pour tenter de revoir Nina, mais il est trop tard, elle est déjà partie pour Galgada. Elle avait espéré un dernier adieu de sa part, sachant qu'elle ne le reverrait plus ni n'entendrait plus sa voix. Elle a choisi de devenir la princesse Alisha pour le protéger. Le prince Seth de Galgada, son futur époux, est un homme brutal qui a même tué une des princesses avec qui il était fiancé lorsqu'elle a tenté de l'attaquer. On lui annonce qu'il rencontrera bientôt la princesse Nina,
mais il ne sait même pas qui elle est. Le prince Seth de Galgada n'a pas l'intention de voir Nina pour l'instant. Il n'est même pas intéressé par le fait d'avoir tué une princesse ou les événements à venir. En réalité, il lui a tiré dessus parce qu'elle a tenté de le tuer, lui donnant ainsi une excuse pour éliminer tout son peuple. On remarque que le prince a un oiseau qu'il adore et qu'il a nommé Nina, mais cela n'a rien à voir avec notre Nina. La pauvre Nina a longtemps attendu que le prince Seth vienne la voir, mais cela n'a pas eu lieu. Elle se prépare toujours soigneusement, mais en vain, et elle n'est pas très heureuse de la situation. La seule personne qui reste avec elle est Ikami, une servante envoyée par l'arrière-grand-père d'Azur pour veiller sur Nina. Toutes les autres femmes qui travaillent avec elle sont de Galgada et ne la regardent même pas dans les yeux. Lorsqu'elle demande quand elle pourra voir le prince, on lui répond qu'elle doit simplement attendre, car il reste encore 6 mois avant le mariage. Elle peut donc se promener librement dans le palais et le château. Nina se balade alors un peu partout, mais lorsqu'elle salue les gardes et le personnel, personne ne lui répond ni ne la regarde. Elle ressent une ambiance un peu hostile. Elle imagine à quoi pourrait ressembler ce prince Seth qu'elle ne connaît pas. Elle sait seulement qu'on l'appelle le dieu de la guerre, qu'il est très fort et qu'il a soumis 2 royaumes en les transformant en vassaux. Elle imagine qu'il a les yeux rouges et les cheveux argentés, comme un lapin. Elle arrive alors dans un jardin du château après avoir entendu quelqu'un appeler, mais en fait, on appelait Nina, l'oiseau, et non elle. C'était le prince Seth. L'oiseau est allé se poser sur la tête de la pauvre Nina et lui a un peu picoré le front, le laissant rouge. Elle se retrouve face à ce type aux cheveux argentés et aux yeux rouges, donc elle assume qu'il s'agit du prince. Elle est en colère, évidemment, car il ne semblait pas être occupé, et il aurait pu venir la voir à tout moment. Elle est un peu irresponsable et lui parle comme si elle était une inconnue. Elle essaie néanmoins de se calmer et de garder ses bonnes manières. Il lui demande si le nom Nina est son surnom d'enfance, et elle répond que oui, en essayant de ne pas crier sur l'oiseau qui continue de la picorer. En guise de pardon, le prince lui dit qu'ils organiseront un banquet en son honneur le lendemain. Après cela, il s'en va tout simplement. Nina pense que c'est un homme sympathique, mais ne le trouve pas particulièrement impressionnant. Le soir, elle contemple le ciel étoilé et repense à Azur et Fortuna, même si elle sait qu'elle ne devrait pas le faire, car cela lui manque. Vient le banquet, auquel assistent le prince Seth et 2 autres princesses restantes. C'est là que Nina apprend qu'elle est candidate pour devenir l'épouse du prince, rien n'était encore décidé. L'ambiance au repas est tendue, car les princesses souhaitent simplement partir. Elles viennent des royaumes vassaux que le prince Seth a conquis et aimeraient retourner dans leur royaume. Elles précisent qu'elles ne se rebelleront pas ni rien de ce genre. Nina finit par énerver le prince Seth, qui s'en va. Elle souhaite le suivre pour lui parler, mais les autres princesses lui demandent de rester, rappelant qu'il a déjà tué une princesse et suggérant qu'elles devraient toutes 3 s'enfuir. Nina ignore leurs conseils et suit le prince Seth, déterminée à poursuivre son plan de sauver Azur et Fortuna. Elle tente de parler avec le prince et lui dit qu'elle est prête à se marier avec lui et qu'elle fera tout pour être une bonne épouse. Cependant, le prince Seth la prend et l'emmène dans sa chambre, laissant entendre que l'un des rôles principaux d'une épouse concerne l'intimité. Nina, bien qu'elle lui rappelle qu'il reste du temps avant leur mariage, se retrouve terrifiée. Finalement, il la repousse en disant qu'il n'a aucune envie de coucher avec elle, ajoutant qu'elle n'est qu'un pion sans importance. Il révèle qu'il n'a aucune intention de choisir l'une d'elles comme épouse, cherchant plutôt des prétextes pour attaquer leurs royaumes respectifs. Nina est blessée et réalise que son plan était naïf et imprudent. Elle comprend que rien ne sera simple avec ce prince et qu'elle ne pourra pas protéger ce qu'elle aime si facilement. Désespérée, elle retourne dans sa chambre en pleurant. Après un rêve où elle revoit Fortuna et Azur, elle se réveille avec le souvenir de petits moments heureux et du difficile parcours de sa vie d'orpheline, où elle était souvent maltraitée et frappée lorsqu'elle volait pour manger. Elle décide alors de continuer d'avancer, de profiter des petites choses positives et de se transformer en l'épouse du prince pour devenir reine. Le lendemain, elle se lève avec un nouvel état d'esprit, prête à regarder la vie plus positivement. Les serviteurs du château remarquent qu'elle est de bonne humeur et certains finissent même par lui répondre poliment, impressionnés par ses yeux bleus. Elle essaie de parler au prince Seth, mais les gardes lui disent qu'il est occupé. Cependant, elle l'aperçoit assis, inoccupé, à côté de son oiseau. Les gardes lui expliquent qu'il prend son temps de repos très au sérieux. Lorsqu'elle hausse la voix, le prince Seth lui dit qu'elle ne peut lui parler que s'il s'adresse d'abord à elle, et qu'il la punira si elle enfreint cette règle à nouveau. Les gardes la font sortir dans la cour. En courant, elle finit par bousculer une servante qui lui rappelle un de ses amis d'enfance lorsqu'elle était orpheline. Cette nouvelle servante est là depuis 3 jours seulement, et Nina souhaite devenir son amie. Après une hésitation, la servante accepte et elles deviennent amies, ce qui rend Nina très heureuse. Elle confie à Ikami qu'elle a enfin une amie femme. Ikami lui conseille d'être plus prudente, car elle pourrait être en danger, mais Nina est surtout concentrée sur la recherche d'un cadeau pour sa nouvelle amie, Annie. Nina offre un beau pendentif à Annie, ce qui la rend très heureuse. Il n'y a techniquement aucune règle interdisant aux servantes de parler aux princesses, donc elles peuvent être amies. Nina réalise que les serviteurs et les gardes l'ignorent sans doute à cause de ses origines, mais elle reste déterminée à continuer. Malheureusement, elle entend bientôt des cris,
Annie a pris une plume de l'oiseau du prince sans savoir que tout au château appartient au prince. Un garde s'apprête à lui couper le bras pour cela. Nina intervient, affirmant qu'il est absurde de punir Annie aussi sévèrement pour une erreur involontaire. Le prince s'est arrivé, bien qu'il refuse d'intervenir, Nina lui demande s'il considère que même la poussière au sol lui appartient. Le prince la rappelle à l'ordre en disant qu'il l'avait déjà averti de ne pas lui parler, ajoutant que Fortuna a commis une grave erreur. Le prince met alors Nina au défi, en demandant si elle pense être sienne et menace de la tuer. Il sort son épée et, contre toute attente, blesse Nina. Elle pensait qu'il ne le ferait pas, mais Ikami arrive pour la secourir, déplorant la cruauté du prince. Il ajoute que cette blessure laissera une cicatrice, ce qui ne dérange pas le prince, car il est le seul à la voir. Nina, malgré sa blessure, se relève, interprétant ses paroles comme une preuve qu'il a l'intention de l'épouser, car il sera le seul à la voir ainsi. Souriante, elle touche le prince Seth et lui dit que cela la rend heureuse avant de s'évanouir. Surpris, Seth l'empêche de tomber complètement, réalisant qu'elle est différente de toutes les autres. Nina est blessée et souffre des blessures causées par l'épée de Seth. Il la regarde et réfléchit à tout ce qui s'est passé. Ikami, qui veille sur Nina, remarque son attitude. Le prince demande si elle vient d'un autre royaume, car elle ne se comporte pas avec le respect habituel envers lui, même si c'est le prince. Pourtant, il ne la punit pas, car elle s'occupe de Nina. Il mentionne qu'Alicia, alias Nina, est une princesse assez particulière. Ikami explique qu'elle a passé beaucoup de temps enfermée dans le village des étoiles, où elle a été élevée pour devenir prêtresse, car elle est considérée comme la messagère de Dieu du destin. Seth garde cela à l'esprit, pensant qu'ils sont arrogants de croire cela. Un peu plus tard, Nina se réveille et semble plus animée. Elle frappe un de ses coussins pour extérioriser sa frustration envers Seth, mais ressent immédiatement une douleur à la poitrine, là où elle est blessée. Ikami lui rappelle de faire attention, car il est encore trop tôt pour bouger autant. Cependant, Nina, contrariée, se réjouit de ne pas avoir à voir Seth pour un moment, car Ikami lui apprend qu'il est parti du château pour réprimer quelques rébellions dans ses territoires. Nina peut alors parler avec Annie, qui s'inquiète pour elle. Annie la supplie de ne pas contrarier le prince Seth, car cela pourrait lui coûter la vie. C'est alors qu'une servante senior rappelle à Annie qu'elle ne doit pas se promener seule quand le prince Seth n'est pas au château. Nina ne comprend pas pourquoi, mais la servante explique que le capitaine de la garde du château, un noble sadique, abuse souvent de son pouvoir en l'absence de Seth. Ce capitaine, qui aime maltraiter les gens, est en train d'emmener de force une servante sous les yeux de Nina. Voyant que personne ne peut intervenir, Nina improvise en s'approchant de la servante, feignant d'être très mal en point. Elle l'étreint et lui demande de la raccompagner dans sa chambre, sauvant ainsi la servante de la situation. Ikami la prévient que de telles actions sont dangereuses, mais Nina insiste qu'elle ne pouvait rester sans rien faire. Ikami se souvient alors des paroles du bisaïeul d'Azur, qui lui avait demandé de veiller sur Nina. Elle admet que, bien que Nina soit impulsive, elle est aussi astucieuse. Ikami décide alors de lui apprendre à se protéger elle-même. Nina commenta qu'elle a observé les méthodes de Seth et ses propres règles, il n'a tué qu'une princesse parce qu'elle avait tenté de l'assassiner. Donc, tant qu'elle ne tente pas de lui faire de mal, elle pense être en sécurité. Cependant, elle n'est pas entièrement sûre si elle pourrait se défendre face à lui si la situation l'exigeait. Elle se dit que l'essentiel n'est pas de gagner mais de ne pas perdre. Inspirée, Nina élabore un plan. Elle se déguise en servante et prend l'une des plumes précieuses parmi ses bijoux, se promenant dans la cour et s'émerveillant ostensiblement de sa beauté. Le capitaine de la garde, attiré par cette mise en scène, s'approche pour la réprimander, croyant qu'elle a volé un objet du prince, ce qui est un crime. Nina révèle alors son identité de princesse, faisant un scandale pour montrer comment il l'a maltraitée, mettant ainsi le capitaine dans une situation délicate. Quand le capitaine tente de l'attaquer, la traitant de princesse d'un royaume insignifiant, Nina se défend en utilisant une technique que Ikami lui avait apprise, ce qui le laisse étourdi. Les autres gardes le conduisent au cachot, choqués par son comportement. Nina en profite pour dire que ce sera une occasion de parler au prince Seth, espérant qu'il approuvera cette décision. Sa bravoure impressionne le personnel du palais, qui commence à la respecter davantage. Peu après, Seth revient au château et apprend ce qui s'est passé. Il tente d'intimider Nina en brandissant un couteau, mais elle se maîtrise et l'assure qu'il ne lui fera pas de mal. Seth la regarde, intrigué par ses yeux bleus particuliers, rappelant les paroles de Ikami selon lesquelles elle est la messagère de Dieu. En fin de compte, il lui confie une nouvelle tâche en lui demandant de superviser une servante. Nina accepte, interprétant cette responsabilité comme un défi lancé par le prince, prête à prouver sa valeur. Ensuite, elle doit s'occuper de l'oiseau et, en le taquinant, elle a aussi des occasions de parler avec le prince Seth. Cependant, il ne parle pas beaucoup. Après quelques conversations normales, sans menace, il l'invitait à un futur voyage au centre de Galgada, et elle est conviée. L'une des servantes plus âgées et le reste du personnel sont heureux, car le prince n'avait jamais emmené de princesse à la capitale royale. Là-bas, il y a les rois, la famille du prince. Elle espère donc les connaître un peu mieux pour se rapprocher d'eux et améliorer leurs relations.
Cela fait partie de son plan. Lorsqu'elle essaie de recueillir des informations sur les rois, elle découvre qu'ils sont stricts et qu'ils correspondent aux stéréotypes royaux. Nina se demande alors si le père de Seth est comme son arrière-grand-père adoptif. Bien qu'elle tente d'obtenir plus d'informations des principaux gardes, ils ne lui disent rien. Malgré tout, Nina est heureuse et continue d'essayer de soutirer des informations à l'intéressé lui-même, c'est-à-dire à Seth, en commençant d'abord par parler avec l'oiseau, pour qu'il daigne lui adresser la parole. N'oublions pas qu'elle ne peut pas lui parler directement, mais Seth ne lui répond rien. Quelque chose le dérange, il est irrité de voir Nina si dévouée à son royaume et prête à avancer, alors qu'elle a été envoyée comme une pièce de monnaie d'échange, sans qu'on se soucie d'elle. Elle a été humiliée, blessée, mais elle persévère sans vouloir nuire au prince, assumant son rôle de princesse. Nina pense que peut-être Seth déteste lui aussi tout ce qui entoure le fait d'être prince ou roi, les obligations qui en découlent. Seth la regarde dans les yeux, de plus en plus persuadé qu'elle est une prêtresse, une messagère de Dieu. Alors, pour la corrompre, il l'embrasse, et Nina reste impassible. Mais lorsqu'il lui demande si elle se sent désormais plus mature, elle se fâche, se lève, s'enfuit en le traitant d'enfant stupide et idiot. Bien sûr, Nina n'en peut plus. Au début, Seth ne réagit pas et reste surpris de son action. Puis, le jour arrive où ils doivent partir pour le centre de Galgada, la capitale. Cela prendra du temps, et ils devront passer par d'autres chemins en raison des glissements de terrain causés par de fortes pluies. Nina est un peu inquiète, mais elle se sent au moins un peu plus heureuse car elle va voyager dans son propre carrosse avec l'oiseau et ne sera pas avec le prince Seth, étant donné que les choses sont un peu tendues entre eux. Cependant, en chemin, son carrosse tombe dans un ravin. Elle n'est pas blessée, mais se retrouve tout en bas du ravin. En cherchant l'oiseau, celui-ci s'échappe. En tant que sa protectrice et soigneuse, Nina part alors à sa recherche dans toute la forêt pour tenter de l'apaiser, mais elle ne parvient pas à le retrouver. La panique commence à envahir la pauvre Nina, car elle sait que personne ne viendra la secourir. Après tout, elle n'est qu'une fausse princesse. Elle pense qu'elle va mourir ici, sans que personne ne se souvienne d'elle ou ne prononce son nom. Alors qu'elle sombre dans le désespoir, elle aperçoit au loin des yeux dorés, appartenant à un tigre, et la pauvre Nina est attaquée.